Bonjour, voici une présentation sur les produits du gypse utilisés en dentisterie. Le gypse est un minéral qui est extrait du sol et qui doit être traité et transformé pour le transformer en poudre de plâtre. Et pour fabriquer le plâtre, on va utiliser principalement deux méthodes qui vont varier selon le résultat souhaité. Je vous ai déjà parlé en classe du plâtre. On a utilisé le plâtre de type 4 pour faire la coulée de nos modèles. Et souvent, vous allez rencontrer, au lieu de l'appeler le plâtre de type 4, vous allez voir qu'on va l'appeler la pierre, ce qui est une appellation qui est pas erronée, mais qui permet de distinguer les plâtres de différentes duretés. Plus un plâtre est dur, plus on va avoir tendance à le qualifier de pierre. Donc, pour la fabrication de ces fameux plâtres-là, on va devoir chauffer le gypse brut à haute température. Pour obtenir du plâtre, on va faire ce qu'on appelle la calcination sèche à l'air libre. Donc, on va chauffer à l'air libre nos cristaux de gypse à 115 degrés Celsius et on va ensuite les broyer pour obtenir des particules qui sont relativement irrégulières et poreuses et je pourrais vous les montrer dans la prochaine diapositive. Pour obtenir la pierre, on va également chauffer notre gypse, mais cette fois-ci sous pression de vapeur à 125 degrés Celsius, un petit peu plus chaud, et on va obtenir de cette manière-là des particules beaucoup plus fines et arrondies une fois que le broyage va avoir été effectué. La calcination du gypse va éliminer une partie des molécules d'eau qui sont présentes dans le gypse, parce qu'on va le voir plus tard dans la présentation. Je vous présenterai la molécule de gypse et la molécule de plâtre, qui sont toutes les deux liées avec de l'eau, mais la quantité d'eau va varier. Donc, la calcination, en chauffant le gypse, on va éliminer une bonne partie des molécules d'eau présentes et on va appeler ce phénomène-là une déshydratation partielle. Les fameuses particules qui vont résulter de la transformation du gypse en plâtre, vous avez à gauche la particule de plâtre qui est irrégulière et poreuse, qui a un aspect un peu comme une poussière. On voit donc la variation aussi dans la dimension des particules. Et à droite, la pierre qui est beaucoup plus mieux organisée, qui est sous forme de petits bâtonnets, qui va donner un résultat avec la pierre là, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus dure et avec une plus faible expansion de prise. On a parlé déjà du plâtre de type 4 pour la coulée de nos modèles en prothèse fixe. Donc, je vous présente les différents types de plâtres et leur utilisation. Les plâtres sont classifiés selon leurs propriétés, principalement leur dureté, mais aussi leur niveau d'expansion. Alors, les plâtres de type 1 et 2 sont utilisés soit pour la mise en articulation de modèles ou encore pour la prise d'empreintes, quoique la prise d'empreintes avec les produits de plâtre sont de moins en moins fréquentes dans le domaine dentaire puisqu'il y a des matériaux beaucoup plus performants qui existent maintenant sur le marché. Alors, on va se concentrer surtout sur le plâtre de type 2, qui est un plâtre mou qui va servir à fixer les modèles sur les articulateurs. Et on va choisir ce plâtre-là, premièrement, parce qu'il est moins coûteux, mais aussi parce qu'il est beaucoup plus facile à briser lorsqu'on a terminé le travail et qu'on doit démonter nos modèles des articulateurs. Le plâtre de type 3, vous allez l'utiliser dans vos cours de prothèse amovible, entre autres, pour la coulée des modèles, qui est un plâtre relativement dur et précis, de dureté moyenne et de précision moyenne, mais tout de même suffisamment précis pour les besoins de la cause. Et on va l'utiliser en prothèse fixe pour la coulée des bases de modèles,
et également pour la coulée des modèles antagonistes à nos travaux de prothèse fixe. Le type 4, c'est celui qu'on a utilisé pour la coulée de nos modèles de prothèses fixes, ceux qui ont des préparations avec des modèles unitaires. C'est un plâtre qui est très dur et qui a le niveau d'expansion le plus faible, donc c'est le plus précis de tous les plâtres. Et finalement, le type 5, qui est extra dur, on va l'utiliser principalement pour les travaux en prothèse sur implant, où on a besoin d'une résistance plus importante dans notre modèle. Par contre, son taux d'expansion est légèrement plus élevé que celui du type 4 et il est également souvent plus coûteux. Donc, on va privilégier le type 4 en prothèse fixe. Peu importe le type de plâtre que vous avez, la composition de la poudre va être relativement la même. On parle de 80% de poudre de plâtre, c'est-à-dire du gypse qui a été transformé, qui a été calciné. On va appeler le petit nom du plâtre son petit nom chimique, c'est l'hémihydrate de sulfate de calcium. Donc, à 80%, notre poudre de plâtre va être constituée de plâtre, justement. On ajoute à ça une dizaine de pourcents d'additifs qu'on va ajouter à l'intérieur de notre mélange, des accélérateurs et des retardateurs de prise qui vont servir à contrôler le temps de prise de notre matériau. On doit y aller quand même à faible pourcentage sur les additifs puisqu'ils ont un effet directement sur la dureté de notre modèle une fois durci. Donc, ils vont avoir tendance à l'affaiblir. C'est pour ça qu'il n'y en a pas plus de 10%. Vous avez également 5% à peu près de cristaux de gypse non transformés, puisque la calcination va toujours laisser quand même quelques cristaux de gypse non calcinés. Donc, ces 5%-là de gypse non transformés vont servir, dans le fond, de noyau pour déclencher la cristallisation lors du mélange de plâtre. C'est eux qui vont déclencher la prise à l'intérieur de notre mélange. Et finalement, le 5 dernier pourcent, c'est du gypse qui a été déshydraté à 100%, donc qui ne contient plus d'eau. Et c'est une molécule simplement de sulfate de calcium. Maintenant, la composition chimique de nos deux matériaux. On a le gypse sur la ligne du haut et le plâtre sur la ligne du bas. Que ce soit du plâtre ou de la pierre, la composition, la molécule reste exactement la même. C'est vraiment au niveau physique qu'il y a une différence. La particule de plâtre étant plus irrégulière et celle de pierre un petit peu mieux organisée. Mais la molécule est la même. Donc, je commence par le gypse. Le gypse qui a pour nom chimique le dihydrate de sulfate de calcium. Vous avez la formule chimique qui l'accompagne juste à côté. Et je vous épargne les détails. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de questions dans un examen sur ces notions-là. Ce qui est important de retenir, c'est que la molécule de gypse, elle est une molécule qui est stable. Donc, elle a tendance à rester stable, à moins qu'on la chauffe lors de la calcination, par exemple. Mais sinon, un modèle de gypse sur la table ne va pas avoir tendance à réagir avec quoi que ce soit d'autre. La molécule que ça nous donne sur la droite, vous avez deux molécules d'eau dans la partie du haut qui sont liées. Les liaisons sont en vert et elles sont liées à une molécule de sulfate de calcium. Donc, c'est deux molécules d'eau pour une molécule de sulfate de calcium, d'où son nom chimique dihydrate de sulfate de calcium. Maintenant, sur la deuxième ligne, vous avez le plâtre qui a pour nom chimique hémihydrate de sulfate de calcium. Et ce qui est important de retenir, c'est que la molécule de plâtre est une molécule qui est instable. Vous avez de la poudre de plâtre et cette molécule-là, les liaisons à l'intérieur de la molécule sont beaucoup plus faibles. Et dès qu'on va les mettre en contact avec de l'eau, on va le voir plus tard, cette molécule-là va vouloir se transformer
pour rechercher la stabilité de la molécule de gypse, par exemple. Donc, la molécule que ça vous donne, c'est une molécule d'eau pour 2 molécules de sulfate de calcium, d'où son nom chimique, hémihydrate, hémi comme dans une demi, hémihydrate de sulfate de calcium. Je vous invite à prendre en note les 2 molécules qui sont affichées là pour bien les visualiser, puisque dans la prochaine diapositive, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau chimique lorsqu'on mélange le plâtre et l'eau. Donc, la réaction chimique qui va se dérouler. Tout ça commence par le mélange des 2 ingrédients. On met de l'eau et on met la poudre de plâtre par-dessus dans notre bol. C'est ce que vous avez dans votre bol au moment où vous mettez les deux matériaux en contact. Et ce qu'on voit, c'est les molécules de plâtre qui sont liées. Vous voyez les liaisons en violet, ce sont les molécules de plâtre en suspension dans l'eau. Donc ça, c'est au moment où vous mettez les 2 ingrédients en contact l'un avec l'autre. Ça va ressembler à ça. Dès que le plâtre entre en contact avec l'eau, on a dit que c'était une molécule qui était instable et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il y a une partie des molécules qui vont se dissoudre, les liaisons vont se dissoudre et les sulfates de calcium, les petites molécules avec du rouge, vont se précipiter. Donc, on va dire qu'elle précipite au fond du mélange. Et là, à ce moment-là, on est déjà là, on est encore dans notre bol en train de mélanger notre poudre et notre eau. Et c'est assez instantané. Donc, on passe de suspension à dissolution assez rapidement. Et la molécule de plâtre se dissout un peu comme le sucre dans votre café. Donc, il va y avoir une première dissolution comme ça jusqu'à ce que le mélange soit bien saturé de molécules de sulfate de calcium. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si les liaisons en violet disparaissent, les molécules de sulfate de calcium vont rechercher à se lier pour obtenir plus de stabilité et on va obtenir des molécules de gypse, celles que vous voyez avec les liaisons en vert. Donc, on a une partie de notre mélange qui est déjà en train de cristalliser. Ça veut dire que notre phénomène, la prise, est en train de tranquillement de se bâtir et notre mélange, plus ça va aller, plus il va épaissir. Donc, on a vraiment une combinaison de molécules de plâtre, encore en suspension avec les liaisons en violet, et les molécules de gypse qui sont en vert. Ce phénomène va se répéter plusieurs fois à l'intérieur de notre mélange. Donc, une nouvelle dissolution. Une fois que mes molécules de gypse sont obtenues, j'ai des nouvelles molécules de plâtre qui vont se dissoudre à l'intérieur de mon eau et qui vont se réorganiser de la même manière, comme ceci, jusqu'à la cristallisation complète. Vous comprendrez que ces schémas se veulent simplifier pour vous permettre de visualiser, mais c'est un phénomène, la cristallisation, qui se fait en continu du moment où vous mettez en contact votre poudre de plâtre avec l'eau. Et cette cristallisation-là va se faire jusqu'à 45 minutes plus tard. Donc, la cristallisation complète à l'intérieur de notre mélange survient après 45 minutes, d'où justement la durée que je vous demande d'attendre avant de démouler un modèle. Donc, on attend toujours 45 minutes pour permettre à l'ensemble de notre mélange de bien réagir. Si on regarde, c'est la même image que sur la diapositive précédente. Vous avez là-dessus un mélange de plâtre et d'eau qui a complètement réagi, qui est maintenant un modèle de gypse. Le gypse, une fois réagi, ça va ressembler à ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire un mélange de plâtre et d'eau, on a besoin d'une certaine quantité d'eau et selon la poudre qu'on va utiliser, on va avoir besoin plus ou moins d'eau et c'est pour cette raison que les ratios d'une poudre de plâtre à l'autre varient. On a vu ensemble que le ratio pour le type 4 était de 23%. Le plâtre qu'on utilise. Il peut y avoir d'autres plâtres de type 4 qui ont un ratio différent, peu importe. Vous avez probablement déjà utilisé du plâtre de type 3 ou vous allez le faire bientôt. Le plâtre de type 3 qu'on utilise au cégep a un ratio de 33 ml d'eau pour 100 g de poudre. Donc, vous voyez, la quantité d'eau varie, mais la quantité de poudre reste la même. C'est ce qu'on appelle le ratio. Un ratio est toujours calculé pour 100 g de poudre. Ce qui est important de savoir à travers tout ça, c'est que peu importe le type de poudre que vous allez utiliser, type 2, 3, 4, il va toujours y avoir 18,6 g d'eau qui vont se combiner à vos 100 g de poudre. Donc, il nous faut 18,6 g d'eau pour obtenir un gypse totalement réagi. Par contre, si vous utilisez uniquement 18,6 g d'eau pour faire un mélange de 100 g, vous n'obtiendrez pas la texture qu'il vous faut pour couler un modèle, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est pour cette raison que les manufacturiers vont vous recommander un ratio spécifique pour la poudre que vous utilisez. Ce qu'on veut retenir également, c'est qu'on peut faire un petit calcul, vous l'avez sur la diapositive. Si on utilise 18,6 g d'eau seulement pour faire un mélange de 100 g de poudre, ça veut dire qu'on a de l'eau résiduelle. Il va nous rester une quantité d'eau qui ne réagira pas à l'intérieur de notre gypse cristallisé. Donc, on peut faire le calcul. Pour, par exemple, une pierre dont le ratio est de 33%, il reste donc 14,4 g d'eau résiduelle. L'eau résiduelle, vous l'avez sur l'image. Ce sont toutes les petites molécules d'eau qui sont pas liées à un sulfate de calcium. Et cette eau-là va s'évaporer après 24 à 48 heures à l'intérieur de notre modèle. Elle va s'évaporer, elle va disparaître et elle va laisser certains vides. C'est microscopique, mais ça va laisser des vides à l'intérieur de notre mélange qu'on a fait de plâtre. Donc, c'est certain que plus il va y avoir d'eau résiduelle présente à l'intérieur d'un modèle de gypse, plus celui-ci va être fragile puisque les molécules de gypse vont être plus espacées entre elles. Donc, ça complète la présentation pour aujourd'hui et on va avoir la chance de revenir sur ces notions-là en classe et en discuter un peu plus de façon plus approfondie. Je vous invite à me faire part de vos questionnements et ça me fera plaisir de vous répondre. Bonne journée!